Bonjour mes chers amis. Nous sommes aujourd'hui près du mémorial Temple de la Résurrection du Christ, plus connu sous un autre nom, sauvé sur le sang versé. À cet endroit, l'empereur Alexandre le II a été mortellement blessé le 1er mars 1881. Ce n'est pas seulement un mémorial au tsar progressiste qui a aboli le servage en Russie, mais aussi un monument historique aux victimes de la terreur, du rejet de toute forme d'extrémisme. Alexandre le II montait sur le trône à l'âge de 36 ans. Une personne mature, familière avec les activités de l'État, le pays face à la nécessité d'une transformation profonde. Le problème pressant était l'abolition du servage. Alexandre a dû manœuvrer très longtemps entre les intérêts de la paysannerie et de la noblesse. En conséquence, en février 1861, le manifeste était signé pour la libération des paysans avec le pas de terre sous condition de rachat. Les paysans ont reçu la liberté personnelle, mais on est continué à dépendre du propriétaire foncier et de l'État économiquement. Dans les années 1860, une réforme de l'éducation a été menée, la réforme des autorités locales aussi, un nouveau tribunal de tous les domaines a été formé, puis la censure a été affaiblie. En peu de temps, les chemins de fer et de nombreuses entreprises industrielles ont été construits. Des établissements de crédit sont apparus avec la Banque d'État à la tête. Mais les réformes étaient incohérentes. Le tsar a mené les réformes individuellement, le public n'a pas été impliqué dans le processus. En plus, en Pologne, un mouvement patriotique pour l'indépendance commençait, qui était supprimé. Les événements ont été perçus négativement en Russie et à l'étranger. Les réformes libérales dynamisaient le mouvement sociopolitique à l'intérieur du pays et le terror a commencé. Une tentative d'assassinat a été commise contre l'empereur. Néanmoins, les réformes se poursuivaient. En 1874, une charte sur le service militaire universel a été publiée. Le service dans l'armée est devenu un devoir civil égal à tous les castes. La Russie a reçu une armée moderne. En 1875, une révolte des Bulgares contre la domination turque a été éclatée. Le 2 avril 1877, une guerre qui a coûté la vie à des milliers de soldats russes a été déclarée. Les résultats de cette guerre étaient l'indépendance du Monténégro, de la Serbie, de la Roumanie et de la Bulgarie. Alexandre le II est devenu le tsar libérateur pour les frères slaves. Mais l'agitation révolutionnaire ne s'est pas arrêtée. L'intelligentsia croyait au renversement de l'autocratie et de la nouvelle république. Maximaliste, il voulait rembourser la dette au peuple en raison du travail acharné, dont les intellectuels vivaient les bras croisés. La terreur devenait le principal moyen de lutte. Pendant 3 ans, il a eu 5 autres tentatives infructueuses sur l'empereur. Dans tous les cas, les innocents sont morts. L'ange gardien gardait l'empereur, mais l'empereur, avec des mesures répressives, a poursuivi une politique libérale. Le ministre Lori Melnikov a proposé d'impliquer des représentants des gouvernements locaux dans les activités législatives, c'est-à-dire qu'une constitution était en train de préparation. Cependant, un acte terroriste a déjoué ce plan. Sofia Perovskaya a pris la direction de la tentative d'assassinat. Une fille d'une famille noble, son père était déjà le gouverneur de Saint-Pétersbourg pendant un certain temps. Elle a reçu une bonne éducation, mais était infectée par des idées révolutionnaires. Après les tentatives d'assassinat, cette fille idéologique n'a pas quitté Pétersbourg, accomptant à libérer les camarades arrêtés. Elle a été trahie par des complices.
arrêté puis exécuté avec d'autres participants. À l'époque soviétique, ce nom a été donné à un des rues. Comme nous le savons, l'histoire a toujours été ambiguë. Revenons aux événements tragiques. La première explosion n'a pas touché l'empereur. Il est sorti de la calèche pour aider l'enfant blessé et à ce moment-là, la deuxième explosion a résonné. Ignaz Griniewski, l'assassin du tsar, a également été mortellement blessé. L'empereur n'a pas reçu les premières soins dans la panique. Il est mort dans le palais à cause d'une perte de sang. Alors, Alexandre III monte sur le trône et pas de question d'une poursuite de réformes. Les conservateurs sont au pouvoir. Les espoirs des membres de l'organisation révolutionnaire pour les troubles populaires ont échoué. Le pays a été choqué par la mort tragique du tsar libérateur. Une chapelle commémorative a été érigée sur le site de pèlerinage. L'empereur annonçait un concours pour la meilleure conception du temple. 26 projets ont été développés par de célèbres architectes de l'époque. Gant, Kittner, Tomishko, Schroeter, Bogomolov, mais l'empereur voulait voir une église de style national russe, comme le temple du XVIIe siècle de Moscou et de Yaroslavl. Et le projet d'Alfred Parlant et l'archimandrite Ignaz ont reçu la plus haute distinction. L'architecte s'est avéré être l'homonyme du tueur Ignaz. Le renouveau national de la Russie a été vu dans le renforcement de l'ancien esprit orthodoxe et le retour à la voie patriarcale. L'architecture à motifs était liée à l'éclectisme tardif et c'était un appel au goût de masse de citadins, principalement des marchands. Maintenant, on croyait qu'avec les premières réformes de Pierre Ier, l'intensité de l'architecture russe était perdue. En conséquence, les architectes ont créé une image collective de l'Église orthodoxe russe malgré la surcharge de détails répondant au principe de symétrie. Puis, pendant 24 ans, ouvrant du trésor public, il était nécessaire de résoudre des problèmes techniques difficiles, protéger la fondation du temple des eaux du canal, le revêtement en émail des dômes de la cathédrale n'a pas d'analogue dans l'art de l'architecture russe. La complexité technologique n'a permis son utilisation que dans les bijoux. Dans le sous-sol du bâtiment, les textes des actes du tsar martyr avec des lettrages en or ont été placés. Ce sont les étapes les plus importantes de l'histoire russe. Les proportions du temple sont un exemple de coïncidence symbolique. La tente centrale du sauveur sur le sang s'élève à une hauteur de 81 mètres, ce qui correspond à l'année de la mort d'Alexandre II, et le deuxième plus haut dôme, couronnant le clocher, s'élève à 62 mètres l'âge de lui. La cathédrale est couronnée de 9 chapitres, créant une silhouette pittoresque. Saint Sauveur sur le sang versé est une fleur fantastique qui a fleuri sur le sol marécageux de Saint-Pétersbourg. Elle est souvent comparée à la cathédrale de Moscou de Basile, le Bienheureux. En fait, les cathédrales ont des compositions différentes. La superficie totale de la décoration en mosaïque du temple dépasse 7000 mètres carrés. Ils ont été fabriqués dans l'atelier d'Alexandre Frolov, dont échantillons pendant le concours ont réussi à résister aux essais de l'hiver de Saint-Pétersbourg. La technique du jeu de mosaïque comprend 134 images héraldiques exécutées dans la technique du carrelage.
Il représente les provinces de l'Empire russe, dont les habitants ont fait des dons pour la construction. Une telle conception du clocher illustre le thème de la tristesse populaire et de la repentance. Les mosaïques du clocher sont profondément symboliques. Ci-dessus se trouve une croix en marbre en relief avec un crucifix, en mosaïque du Sauveur. Sur les côtés se trouvent les images de Saint Zosima Solovetsky, commémoré le jour de l'anniversaire d'Alexandre le II, et du vénérable martyr Evdokia, commémoré le jour de sa mort. L'image du Sauveur est une allégorie de l'exploit sacrificiel du tsar martyr. Au-dessus des crucifixes, vernicule Sauveur, avec la Mère de Dieu Jean le théologien, par les croquis de l'artiste Michel Nesterov. Dans ce travail, les traditions pré-raphaélites et l'art nouveau précoce sont perceptibles. Encore plus haut sur la façade est l'icône du prince Pio Alexandre Nevsky par l'artiste Pavlov. Sur la façade sud du clocher se trouve l'icône en mosaïque Notre-Dame, Joachim et Anna. Sur la façade nord, le Sauveur dans le grandeur de la gloire avec Notre-Dame Jean-Baptiste. Dans les pignons en forme de kokochnik sont des images en mosaïque de saints russes. L'entrée et la sortie du temple sont formées comme des porches. Au-dessus de l'entrée, le panneau de l'artiste Vasnitsov descend de croix. Sur le tympan sud-ouest, descend aux enfers. Sur le côté nord, portement et la crucifixion. Les mosaïques sont plus proches des modèles de l'académisme que du modernisme. Un grand panneau de mosaïque de la façade sud, Christ en gloire de l'artiste Kochelev, correspond également aux traditions académiques. Saint Nicolas, patron de Nicolas le II, pendant le règne de qui la cathédrale était consacrée, et par le trône de Christ. De l'autre côté est Saint Alexandre Nevsky. Mosaïste Frolov le considérait comme l'un des meilleurs travaux. Sur le kokochnik du nord se trouve le panneau Résurrection de l'artiste Nesterov. Cette mosaïque reflète le thème principal du temple, l'espoir et rédemption. L'abside centrale du temple est décorée par la mosaïque Le Sauveur béni, faite par l'esquisse de Parlante. Avant la consécration, la place était décorée d'une clôture cintrée forgée à l'usine de Charles Winkler en 1903-1907. La clôture expressive est réalisée dans le style Art Nouveau, avec une stylisation caractéristique des formes végétales. La sacristie de la Mère de Dieu Hébert également a été construite selon le projet de Alfred Parlant en 1907. Des icônes, des ustensiles de l'église et d'autres dons ont été stockés dans la chapelle. Maintenant, elle accueille une exposition consacrée aux pierres décoratives utilisées dans la cathédrale. La consécration solennelle du mémorial du tsar libérateur a eu lieu le 19 août 1907. Dans la période post-révolutionnaire, la cathédrale a répété le sort du tsar martyr. En 1917, le financement pour l'entretien de l'église a cessé. Au début des années 1920, le temple n'a pas seulement été nationalisé par l'État, mais a été littéralement pillé. Sous prétexte d'aider les régions de la Volga affamées, des reliquaires, des précieux traitements, des icônes, des rizières exécutées par les artisans des principaux entreprises de bijoux de Moscou et de Pétersbourg ont été saisis. Le métropolite Joseph et ses partisans qui prônaient la préservation des traditions orthodoxes ont été arrêtés. Beaucoup d'entre eux ont été fusillés ou exilés. Une exposition a même été ouverte dans le temple, glorifiant les meurtrières d'Alexandre le II. En novembre 1934,
cadre, le Comité pour la protection des monuments a accepté la destruction du temple comme n'ayant pas de valeur historique et artistique. Jusqu'à ce que la sentence soit exécutée, le bâtiment a été temporairement utilisé comme entrepôt. La liquidation était prévue pour 1941, mais elle a été empêchée par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait une mort dans l'église pendant le blocus de Leningrad. Des fragments de coquilles ont endommagé des dômes. Un obus hautement explosif a percé le voûte du dôme central, mais heureusement n'a pas explosé. Ce n'est qu'en 1961, un obus a été découvert et neutralisé grâce au courage des sapeurs. Après la guerre, la cathédrale abritait le décor de l'opéra à Mali. Ce n'est qu'en 1968 que l'église a été prise sous la protection de l'État. À cette époque-là, elle était en mauvais état. Des pierres décoratives, des mosaïques ont été détruites car il n'y avait pas de chauffage dans le temple. Pendant 27 ans, le temple était restauré. Il y avait des rumeurs que dès que les échafaudages ont enlevé, le régime soviétique cesserait. Et c'est arrivé. En 1997, le musée a ouvert ses portes, mais les travaux sont toujours en cours. Je voudrais compléter l'excursion avec une histoire sur les architectes du temple. Alfred Alexandrovitch Parlan est né à Saint-Pétersbourg. Son père, un fonctionnaire, était fils d'un descendant d'Écosse qui a fait une brillante carrière en Russie. La mère était d'Allemagne. Parlan est diplômé de l'Académie des Arts. L'architecte est entré dans l'histoire en tant que maître éminent du style russe. L'architecte a créé plusieurs églises dans les provinces de Novgorod et de Smolensk. Parlant était un membre honoraire de la Société archéologique, l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de l'architecture. Après la Révolution, il a été privé de toutes les régailles. Il est mort de faim à l'âge de 77 ans, a été enterré dans le cimetière de Smolensk. Co-auteur du projet Archimandrite Ignace, prieur des Serres de la Trinité Saint-Serge, peintre talentueux, également diplômé de l'Académie des Arts de Saint-Pétersbourg, a créé beaucoup de bâtiments sur le territoire du désert. Malheureusement, dans la décennie soviétique, ce patrimoine a été détruit. Maintenant, il est difficile d'imaginer la splendeur de la cathédrale dans le désert. Toutes les icônes de l'iconostase n'étaient peintes sur un fond d'or ou fond nacré. L'image de Saint-Sauveur sur le Saint-Dersay, lui, est apparue dans un rêve, en collaboration avec l'architecte Parlant, qui a finalisé l'esquisse du temple. Les artistes ont présenté les dessins de la cathédrale au concours. Ignace est malheureusement décédé en 1897, des années avant la fin de la construction. Merci pour votre attention.